pense que c'est un ouvrage qui est important aujourd'hui parce qu'on est dans une situation où l'historiographie, il me semble, est partagée entre un courant, on le sait bien, qui est tourné autour de l'histoire nationale, ce qu'on appelle le roman national ou le récit national, très nationaliste. Et puis de l'autre côté, ce qui a pris un peu d'ampleur ces dernières années, c'est une histoire globale, mondiale, transnationale, qui a énormément d'avantages, d'atouts, mais peut-être l'inconvénient de dissoudre le récit et surtout de travailler à des échelles qui sont difficilement maniables. Et en revanche, l'échelle européenne, qui est finalement maintenant l'espace à la fois politique, culturel, souvent démographique, dans lequel la plupart d'entre nous vivons, finalement fait l'objet de très peu de travaux, de réflexions historiques, historiographiques. Ou plus exactement, il y en a énormément, mais elles sont difficiles d'accès, parcellisées, on trouve dans des endroits très différents. Et donc je pense que c'est très important d'avoir aujourd'hui un ouvrage qui permet de rassembler de façon raisonnée, critique, d'offrir au lecteur des outils historiques pour réfléchir sur ce qu'a été l'histoire et le passé européen. Mais d'y réfléchir, je disais, de manière je dirais, critique, au sens où il y a eu, dans les années 80, 1980-1990, déjà des tentatives pour écrire des histoires de l'Europe. Mais justement, ces histoires, très souvent, étaient quand même, au fond, répondaient à une attente qui était celle de légitimer historiquement la construction européenne et l'Union européenne. Donc il y avait une dimension très téléologique de cette histoire qui devait aboutir à la construction européenne. Et cette encyclopédie historique de l'Europe, elle se présente très différemment parce qu'il ne s'agit pas de justifier l'Europe ni de la critiquer, il s'agit de donner des éléments de réflexion sur la longue durée permettant aux Européens, évidemment pas seulement, mais enfin le public européen est sans doute le premier visé, de construire, de réfléchir aux éléments qui ont forgé les sociétés, les cultures européennes dans la longue durée. Ce qui est important, c'est que ça a été un travail collectif. Donc, ma contribution, finalement, c'est un rouage dans une machine collective qui a été quand même une entreprise de longue durée, là aussi. Moi, ma contribution, elle a consisté, avec les autres membres du comité éditorial, à d'abord identifier les notices importantes, parce que ce qui était finalement, comme toujours dans ce genre d'ouvrage, le choix des entrées est absolument essentiel, puisqu'il fallait à la fois éviter la recherche de l'exhaustivité, ce qui n'était pas notre cas, et en même temps trouver les notices qui étaient les plus pertinentes, les plus intéressantes pour le type de discours qu'on voulait tenir. Et puis ensuite, il fallait identifier les auteurs compétents en cherchant à la fois à une échelle internationale, donc en mobilisant des historiens de toute l'Europe, mais aussi en discutant, en ayant des échanges avec ces auteurs pour avoir à la fois donc, des spécialistes, mais qui acceptaient le point de vue qui était le nôtre. Le point de vue qui était le nôtre, c'était de traiter chacune des questions à la fois dans une perspective historique, une perspective de longue durée, oui, historique ça va de soi, mais de longue durée, et dans une perspective européenne. Et donc très souvent, la contribution de chacun des co-directeurs a été de discuter, de dialoguer avec les auteurs pour les amener à écrire le type d'article qu'on voulait dans ce dictionnaire. Et puis après, c'est le travail éditorial habituel de coordination et d'édition des articles. Je vais prendre l'exemple d'un article sur les transformations de la lecture qui s'appelle justement les révolutions de la pratique de la lecture, donc qui a été rédigé par le meilleur spécialiste actuel de l'histoire de la lecture et plus généralement de l'histoire de la culture écrite, qui est Roger Chartier.
Et l'article est particulièrement frappant par son ambition, puisqu'il retrace l'histoire, les transformations de la lecture depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui à Internet. Donc vous voyez, on est vraiment là dans une perspective de très longue durée qui essaye de réfléchir à cette spécificité quand même qui est l'histoire, cette importance de l'histoire de la culture écrite et de l'écrit et de l'imprimé dans l'histoire européenne, mais sous un angle qui est non pas l'histoire des grands succès littéraires ou philosophiques de l'Europe, mais à partir d'une histoire très concrète des pratiques de lecture, c'est-à-dire comment est-ce que les Européens lisent, qu'est-ce qu'ils lisent, quel est leur rapport à l'imprimé. Et du coup, Chartier, dans cet article, retrace une série de grandes transformations fondamentales qu'il appelle donc des révolutions de la lecture, toutes des fois en nuançant les effets, mais enfin des véritables révolutions. Par exemple, première révolution, au Moyen-Âge, le passage d'une lecture orale et collective à une lecture silencieuse et intériorisée. C'est une transformation culturelle absolument fondamentale pour l'histoire des sociétés occidentales et dont il retrace, alors évidemment très rapidement, c'est un article, mais les étapes dans différents lieux et dans différents milieux sociaux entre le début et la fin du Moyen-Âge. Autre grande révolution, celle qui va, on va dire, de l'imprimé jusqu'à la culture de masse du XIXe siècle, donc du XVIe au XIXe siècle, et là qui est marquée par le passage d'une lecture savante, spécialisée, réduite, intensive, réduite à un petit milieu social, vers une lecture au contraire qui touche de nouveaux milieux, jusqu'au milieu populaire au XIXe siècle, qui est une lecture beaucoup plus extensive, comme on dit, c'est-à-dire qu'au lieu de lire quelques livres de manière très précise, on va lire énormément d'imprimés, mais parfois de manière beaucoup plus fragmentaire, l'exemple type étant la lecture du journal, une grande révolution au XVIIIe, XIXe siècle, etc. Et donc, je ne vais pas raconter tout l'article, mais je vais simplement insister sur le fait que vous avez une histoire de très longue durée qui réfléchit à la fois à l'unité de l'Europe autour de ces pratiques, puisque ces révolutions de la lecture touchent la quasi-totalité des pays européens, mais selon des chronologies très différentes. Et donc évidemment, notamment par exemple la diffusion de l'imprimé et ce qu'on appelait donc la révolution certains ont appelé la révolution de la lecture au XVIIIe et au XIXe siècle, son élargissement aux catégories populaires par exemple, touche d'abord l'Europe du Nord, l'Angleterre, les Provinces-Unies, les pays allemands, la France, et plus tardivement l'Europe méditerranéenne, mais qui va être aussi concernée. Donc on a à la fois une histoire européenne commune et en même temps une attention sur la longue durée aux différences régionales, qui peuvent être aussi évidemment des différences religieuses, l'importance du protestantisme, ou des différences politiques, avec l'importance de la censure dans certains pays, qui évidemment a une influence sur les pratiques de lecture. Donc voilà, en quelques pages, le lecteur trouvera, il trouvera nulle part ailleurs, un résumé de ces grandes transformations et une discussion des grandes thèses défendues par les historiens autour de cette question.